Bonjour à tous, on est aujourd'hui à Ludovia avec une équipe de 40 ligueurs pour travailler sur l'éducation numérique. Je suis avec Antonin. Bonjour Antonin. Bonjour Julie. Pourquoi est-ce que finalement la Ligue a décidé de s'investir à Ludovia? Qu'est-ce qu'on va y faire pendant ces 4 jours et c'est quoi le but, la finalité de notre présence? Alors si la Ligue est à Ludovia, c'est pour plein de raisons. Déjà c'est parce que la Ligue sur tout le territoire est impliquée dans l'éducation au numérique. Ça veut dire qu'on a une quarantaine de personnes présentes, mais en fait il y a plus de 90 fédérations qui aujourd'hui agissent sur l'éducation au et par le numérique. Et ça a des incidences avec tout un tas de partenaires qui aujourd'hui nous reconnaissent pour notre action et ne comprendraient pas même qu'on ne soit pas là, qu'on ne soit pas présent, qu'on ne soit pas avec eux. L'autre raison, c'est simplement qu'on est membre du comité de pilotage de l'organisation de Ludovia, donc on fait partie des organisateurs en fait, du festival. Et puis après, on a quelques objectifs en fait, à venir sur Ludovia. Je dirais 2 grands objectifs, des objectifs qui nous concernent nous, ligueurs. L'idée par exemple que ce qu'on souhaite faire c'est de se mettre ensemble pour réfléchir sur les grands sujets de l'éducation numérique et définir collectivement les chantiers qui nous occupent sur l'année à venir et puis peut-être revenir sur ceux de l'année précédente. Et puis un sujet plus large qui se tourne vers l'extérieur puisqu'à Ludovia il y a à peu près 1 millier d'enseignants qui sont présents et donc c'est d'aller à la rencontre des partenaires, à la rencontre des enseignants, d'éprouver nos actions à leur regard et de construire nos projets avec eux, donc de profiter de cette présence de l'extérieur et de cette présence réelle parce que c'est 4 jours, on est à une période charnière juste avant la rentrée pour avancer pour l'année qui vient. Et c'est quoi ton programme quand tu es ligueur finalement? Tu fais des ateliers, des séminaires? En général, le matin, tu es en séminaire avec d'autres ligueurs et puis toute l'après-midi, tu as 2 options où tu viens présenter des choses sur le stand de la Ligue qui est en arrière-plan là, aux gens qui sont présents. Alors là, on est un peu plus tard dans la soirée, donc il y a moins de monde, mais il y a des moments où il y a plein de monde. Et puis, ou alors tu viens à la rencontre des autres, sur les autres stands, sur les autres espaces, dans les conférences qui sont proposées. Et puis comme ça, tu ouvres tes chakras aux autres actions d'éducation numérique en France. Finalement, c'est l'échange de bonnes pratiques. Oui, à tous les niveaux. En fait, ma question, Patrick, elle est assez simple. Aujourd'hui, c'est récemment, la Ligue de l'enseignement s'est engagée dans l'éducation numérique. Pourquoi c'est important pour un mouvement d'éducation populaire de s'engager dans ces questions-là? C'est quoi l'enjeu finalement pour nous? L'enjeu, c'est déjà parce que la Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement éducatif et qui s'adresse vraiment à des publics divers et variés, des adhérents aussi, que ce soit au terme associatif qu'au niveau du temps scolaire, du temps aussi des études, le temps du travail aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce qu'aujourd'hui, il y a des enjeux qui sont importants. Quelqu'un qui est complètement déconnecté du numérique, c'est quelqu'un qui peut passer à côté des enjeux de société aujourd'hui, de toute une éducation, de toute une stratégie qui permet de vivre pleinement son engagement citoyen. Donc c'est pour ça que la Ligue à ce niveau a toute sa place, vu son réseau, c'est quand même un réseau de plus de 2 millions d'adhérents, qui s'adresse à une population scolaire très très importante, que ce soit de la maternelle à l'université. Donc ça veut dire qu'on a des parcours, et là par exemple on travaille autour du déclic du numérique, sur la programmation, sur comment comprendre cette programmation, comment être acteur et actrice aussi, de manière à pouvoir développer des logiciels, et des logiciels avec justement un temps aussi où on s'investit autrement. Ou avec INRIA par exemple, on crée une nouvelle association, une association qui se nomme, du coup je vais oublier le nom, Poppy Station, et qui justement doit permettre de mettre en avant l'ensemble des logiciels qui sont ouverts. Pas ces logiciels du monde capitaliste qui n'enrichissent que certains. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir nous enrichir intellectuellement ensemble. Et donc voilà un petit peu pourquoi la Ligue s'investit vraiment de manière importante et de plus en plus importante. C'est tellement vrai qu'au début le numérique avait une place dans la Ligue qui était très spécifique. Là aujourd'hui on est en train de l'ouvrir complètement de manière à ce que ce soit transverse et qu'on casse les porosités qu'il pouvait y avoir jusqu'à présent peut-être, de manière à ce qu'on retrouve cette entrée éducative aussi bien sur le temps des loisirs éducatifs vacances que sur le temps du scolaire, que sur le temps de la vie associative, et puis que ça puisse être aussi véhiculé en direction des familles.
Parce que les familles, il ne faut surtout pas les oublier, dans la mesure où souvent elles sont déconnectées d'organisations spécifiques avec lesquelles on pourrait avoir prise. Mais en passant par les jeunes, les enfants, eh bien, ça permet aussi de reconnecter. Bonjour Antoine et bonjour Agathe. Alors vous êtes salarié de la Ligue de l'enseignement et vous participez à Ludovia. Est-ce que vous pouvez déjà me parler un petit peu des ateliers que vous allez présenter pendant cette semaine ? Oui, bonjour. Alors nous, on va présenter notre web TV éducative parce que c'est quelque chose d'assez unique, en fait, d'assez rare, en tout cas dans les fédés de la Ligue. Et donc, on espère avoir notamment des enseignants face à nous pour leur expliquer les portées pédagogiques d'un outil web TV. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Comment ils peuvent mettre en place des ateliers autour de la vidéo, notamment web TV dans leur classe, en donnant vraiment pas des détails techniques et pédagogiques. Et pourquoi vous avez décidé de participer à Ludovia quand on est salarié de la Ligue? Finalement, c'est quoi l'intérêt de venir ici? Pour nous, c'est notre première participation et on était intéressés déjà d'une part pour rencontrer d'autres acteurs du numérique qu'il y a en France, enfin, il est différent de la Ligue, mais aussi pour rencontrer les autres salariés des fédés numériques des autres ligues de l'enseignement en France. Et c'est vraiment, puis finalement pour présenter aussi la web TV et les ateliers autour de la vidéo, puisque c'est ça qu'on développe le plus chez nous. Bonjour Olivier et bonjour Camille. Vous avez fait un atelier hier sur les théories du complot. Est-ce que vous pouvez tous les deux m'en dire un peu plus? Oui, alors c'est un atelier qu'on a proposé avec Camille qui s'est déroulé en 2 parties en fait, sur 2 journées. Donc une première journée sur laquelle on a posé tous les enjeux liés aux théories du complot. Donc l'histoire des théories du complot, les enjeux liés au rapport que les jeunes entretiennent avec l'information en ligne aujourd'hui. Les enjeux liés à la désinformation quand on la compare avec les méthodes journalistiques, ce qu'on appelle les biais cognitifs, ce qui est un nom un petit peu barbare mais qu'on a présenté sur cette première partie. En gros, tout ce qui va conduire notre cerveau par commodité à adhérer à des théories même si on sait qu'elles sont fausses. Et tout ce travail-là, en fait, toute cette présentation-là a été l'amorce de la seconde partie de l'atelier qu'on a animé avec Camille, puisqu'il y a un parcours éducatif de la Ligue de l'enseignement qui sera finalisé à la fin du mois de décembre, qui s'appelle les Veilleurs de l'info. Et sur la deuxième séance, on a proposé avec Camille aux participants de l'atelier d'expérimenter ça. Donc voilà. Du coup, c'était 2 ateliers qui sont extraits du livret éducatif Veilleurs de l'info. On a un atelier sur Tweet Profiler, qui est l'analyse de tweets qui ont été lancés sur Internet. Un autre sur le lexique et les mots, décrypter le langage conspirationniste. Voilà. Et en tant que ligueur, pourquoi c'est intéressant pour vous deux de venir à Ludovia? Vous êtes venus y chercher quoi finalement? Alors moi je dirais en termes de mots-clés le mot réseau et nouvelles démarches, nouveaux outils. Voilà, c'est plutôt faire réseau, se rencontrer, partager des pratiques. Ouais. Oui, faire réseau, identifier des innovations également, et puis présenter un petit peu aussi ce qu'on fait, parce qu'on est aussi force d'innovation et il faut qu'on soit visible, il faut qu'on partage. Et ça a assez bien fonctionné finalement parce que les gens sont venus nous voir après ça et puis qu'on peut considérer que l'identification est meilleure après. Voilà. Bonjour Amirat, c'est à Ludovia pour parler un petit peu des décodeurs et nous présenter un atelier. Est-ce que tu peux déjà nous présenter aussi le dispositif décodeur? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, oui, pas de souci. Alors Décodeur, c'est un grand programme mené par la Ligue, du coup qui permet de mettre en avant des clics du numérique, entre autres, avec des volontaires en service civique notamment. Mais l'objectif de l'atelier, ça va être aussi pour nous de montrer qu'on peut se servir de décodeur, entre autres pour des bénévoles par exemple, en les formant et utiliser le numérique dans les associations affiliées à la Ligue par exemple. Et pourquoi tu as décidé de venir à Ludovia? Ça a été quoi le moteur de ta motivation pour te dire je vais venir à Ludovia, qu'est-ce que je vais y trouver, comment ça va se passer? Il y en a un peu plusieurs, parce que du coup il y a un peu l'idée aussi de déjà partager ce qui se passe dans ma fédé et échanger avec mes collègues et voir si justement je peux pas améliorer ce qui se passe, prendre aussi d'autres idées qui se passent justement chez les autres fédés, et puis entre autres aussi ici découvrir d'autres stands, d'autres choses qui se passent autour du numérique. Voilà. Bonjour Camille, alors tu as présenté un atelier sur les malles pédagogiques, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus?
Oui, bonjour déjà. Donc tout à fait, j'ai animé hier un atelier d'1 heure avec des enseignants, mais il y avait aussi des ligueurs, puisque tous les ligueurs n'ont pas forcément de malle pédagogique. Donc pour vous présenter brièvement ce que c'est qu'une malle pédagogique, en fait c'est une grande caisse dans laquelle en fait on développe une thématique avec divers justement outils pédagogiques. Donc ça peut être des livres, des jeux, des expositions, mais aussi des ressources numériques qui permettent en fait à tout acteur éducatif, donc un animateur, un enseignant, de pouvoir avoir une batterie de ressources pédagogiques pour pouvoir parler d'une thématique avec quand même, nous on met un point fort là-dessus avec tout un parcours en fait. On va partir du principe que la personne qui est éduquée, enfin j'aime pas trop ce mot-là mais j'arrive pas tout de suite à trouver le mot, mais en tout cas le public va partir d'un point A à un point B avec donc du coup toute une transformation qui va s'opérer petit à petit et étape par étape avec différents outils. Et pourquoi tu as décidé de venir à Ludovia? En quoi c'est intéressant quand on est salarié finalement d'être là? Eh bien en fait c'est une super richesse et la preuve en est tout à l'heure. On peut se rencontrer déjà donc, et puis aussi voilà, réussir à mettre des noms, et, enfin des visages sur des noms avec des personnes où on a l'habitude déjà de collaborer sur des espaces collaboratifs en ligne. Là on peut se voir, on peut se toucher, donc c'est une autre dimension. Et puis par exemple là juste à l'instant je viens de rencontrer du coup une personne qui fait partie du CA d'une fédération de la Ligue de l'enseignement, une journaliste qui bosse sur l'éducation aux médias et hop ça y est, le fait qu'on se soit rencontrés, on a déjà eu un projet ensemble pour créer une mallette pédagogique justement. En plus c'est dans le sujet, c'est formidable. Donc voilà, Ludovia c'est vraiment une richesse. Et en plus de se rencontrer nous entre ligueurs, on rencontre aussi d'autres professionnels, d'autres structures et on peut avoir accès à des conférences de qualité, c'est chouette. Bonjour Daniele, tu es ligueur, tu travailles à la Fédération de Paris. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes motivations et qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de venir à Ludovia? C'est surtout un moment très important d'échange avec mes collègues et la possibilité aussi d'avoir accès à différentes ressources, à différents partenaires, pouvoir échanger avec les partenaires. C'est ça la motivation principale. Et hier, tu as fait un atelier sur la robotique. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, me raconter comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez présenté aux personnes qui sont venues sur votre stand? Nous avons fait un petit atelier pour permettre aux enseignantes de réfléchir sur la possibilité d'utiliser le robot Rose, un robot open source, dans l'école. Et nous avons essayé de montrer aux enseignantes présentes que c'est possible d'utiliser la robotique pour développer des projets pédagogiques qui ne sont pas forcément des projets techniques, mais qui sont surtout des projets qui permettent aux enfants d'aborder des notions classiques, mais de façon indirecte et plus motivante. Voilà. Bonjour Didier et bonjour Théo, vous faites partie de l'association Popistation. Est-ce que vous pouvez un peu me présenter l'association et me présenter ce que vous faites sur le stand de Ludovia? D'accord. Alors en 2 mots tout d'abord, moi je suis membre de l'équipe Flowers d'INRIA et à ce titre, on effectue un transfert de l'écosystème robotique Poppy, donc la plateforme Poppy, l'humanoïde, etc., un certain nombre de robots, vers une nouvelle structure externe avec différents partenaires et un des partenaires principaux est la Ligue de l'enseignement. Donc d'où notre présence à Ludovia avec la Ligue de l'enseignement. Et sur le stand, on a un certain nombre de dispositifs liés à Popistation et liés à Poppy tout court, dont Théo peut peut-être nous dire 2 mots. Le projet Poppy est une plateforme de robotique qui a été conçue à la base dans un projet de recherche et qui est utilisée pour des applications très différentes, allant de l'éducation, maker, projets artistiques et aussi des projets de recherche. Et du coup, sur le stand, là, on présente à la fois des utilisations dans le cadre éducatif qu'on peut utiliser en collège, lycée, post-bac, et aussi une expérience qu'on a fait d'apprentissage automatique en utilisant la plateforme de robotique. Et du coup, quel est votre sens finalement de l'intervention que vous présentez aujourd'hui? C'est quoi finalement ce que vous voulez véhiculer à travers votre atelier? Alors l'idée c'est de montrer 2 choses, c'est de montrer qu'avec la robotique open source on peut faire beaucoup de choses, notamment de l'éducation, et de montrer qu'on a déjà cet écosystème Poppy dans l'association Popistation, déjà un écosystème qui est performant, qui permet d'enseigner, comme le rappelait Théo. On peut enseigner à différents niveaux, donc de l'enseignement secondaire à l'enseignement supérieur. Voilà, donc c'est de montrer, de permettre aux gens de connaître un peu mieux cette plateforme et d'en voir toutes les performances. Alors on vous présente ClassCode.
sur le stand ClassCode pour la semaine. ClassCode, c'est la plateforme de formation pour initier les jeunes à la pensée informatique. Donc c'est une plateforme 5 MOOC en ligne avec des temps présentiels. Et c'est un bel enjeu, un beau challenge qui a été réussi au final. Donc ça a été créé à partir d'un PIA avec différents partenaires. Vous le connaissez, il y a beaucoup d'enseignants ici depuis hier qui connaissent la plateforme, avec l'INRIA, mais aussi Open Classroom, avec La Main à la Pâte, avec Magic Maker, la Ligue de l'enseignement, l'Université de Nantes au démarrage. Maintenant, on est à plus de 100 partenaires sur la France, parce qu'il y a les partenaires de diffusion, il y a les partenaires qui créent à partir de la plateforme des formations adaptées en fonction des besoins et en fonction des structures rencontrées. Donc c'est une très belle aventure. Aujourd'hui, on est à plus de 30 000 bénéficiaires touchés par la plateforme, 4 500 adhérents à la plateforme qui suivent les MOOC. Donc je vous ai dit effectivement plus de 100 partenaires. Et ce qui est intéressant sur cette plateforme, nous en tout cas c'est ce qu'on défend à la Compagnie du Code parce qu'on est une coopérative d'intérêt collectif, c'est qu'autour de la table il y a toutes les parties prenantes. Il y a l'enseignement, le champ de l'enseignement, il y a l'éducation populaire, toutes les fédés, enfin en tout cas une bonne partie maintenant, mais on a les entreprises puisqu'elles nous mettent des facilitateurs à disposition ou des informaticiens de façon indépendante s'inscrivent sur la plateforme pour être facilitateurs sur les temps de présence entre les MOOC. On a les chercheurs. Et on a les parents qui s'inscrivent aussi sur la plateforme parce qu'ils s'intéressent à mettre en place des ateliers dans leur quartier ou en tout cas accompagner leurs enfants. Voilà. Donc c'est pour ça que nous, quand on nous a demandé à la Compagnie du Code d'être coordinateur sur l'Occitanie, on a dit bien entendu que oui, c'était une belle aventure et qu'on voulait en faire partie. Voilà. À partir de là, quand on présente ClassCode, on dit qu'effectivement, même si les gens n'ont pas vocation à faire les 5 MOOC, c'est intéressant d'aller y picorer des choses. Et on a eu des retours très constructifs. Et notamment, j'ai l'habitude de dire aussi que les enseignants qui ne peuvent pas arriver à suivre les MOOC parce qu'ils font entre 10 et 15 heures, grâce à leur retour depuis le début de l'aventure. Eh bien, très rapidement sur Popistation, simplement avec l'INRIA, avec l'IFE, l'Institut français de l'éducation, avec l'ESAM, qui est la commune dans laquelle le CNAM et d'autres sont présents, on a lancé une association de promotion et de défense des écosystèmes robotiques open source, dans lesquels on trouve Poppy, que vous connaissez sans doute, dans lesquels on trouve aussi Timio, qui avait été développé aussi par le PFL, qui est membre de Poppy également, et dans lesquels on va retrouver Rosa, qui est un écosystème qui a été lancé par la Ligue de l'enseignement. L'enjeu, c'est vraiment de développer au sein de l'école notamment, d'accompagner le développement envers les enseignants et les acteurs éducatifs, des pratiques éducatives qui s'appuient sur la robotique open source, c'est-à-dire sur des offres alternatives aux propositions qui peuvent être faites par les géants du web, et Poppy approuve et se réveille. Quand on dit ça, il est d'accord pour les propositions alternatives. Il a donné son accord. Et pour compléter, on va aussi créer des activités d'intelligence artificielle pour initier les enfants dès la primaire au concept d'intelligence artificielle avec la robotique. Poppy, glisse un peu. Vas-y, je voulais. Voilà, c'est simplement effectivement pour finir là sur des choses qui nous tiennent à cœur à la Compagnie du Code, mais sur ClassCode aussi. On est financé actuellement par des fondations sur la partie mixité, égalité filles-garçons face au code, mais aussi toucher les publics éloignés, publics en difficulté. Donc on développe les premiers partenariats avec les structures médico-sociales. On agit actuellement dans les présentations dans les collèges et les lycées sur le fait qu'on peut accompagner des activités pour accrocher les filles au moment où elles décrochent, aux alentours de 12 ans. Sur nos stages, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire elles sont là avant 12 ans. Et après, à partir de 12 ans, elles lâchent prise parce que c'est pas assez accrocheur. Enfin, en termes de sensibilité, c'est pas tout à fait ça encore au niveau des propositions. Donc on est sur des expérimentations en ce moment. Et je trouve que c'est important parce qu'on est financé par des fondations, des appels à projets. Et on est à l'heure de la concertation de la petite école du numérique. Et sur la formation des éducateurs ou des intervenants auprès de ces publics-là, nous, on a vraiment du mal à trouver des intervenants qui tiennent la route sur des cursus entiers, sur toute l'année, sur plusieurs années. Donc on compte bien là-dessus sur les mois à venir. Là. Le gouvernement a aussi mis en place tout ce qui correspond à la place des femmes dans le numérique, puisque le ministre a assisté dernièrement à toute une manifestation sur cette valorisation-là. Et c'est vrai que ça correspond à un enjeu aussi très très fort pour le ministère de pouvoir valoriser ces cheminements. Monsieur le ministre, rapidement pour la web radio de la Ligue de l'enseignement, on voit la robotique et le code révolutionnent quand même et nos sociétés, mais aussi l'éducation. Comment le ministère de l'Éducation s'insère dans ces changements et quels sont les enjeux pour l'éducation de nos jeunes aujourd'hui ? Alors, c'est une des questions les plus importantes qui soit aujourd'hui, puisqu'on est en train d'entrer dans
dans une nouvelle civilisation d'une certaine façon, et l'école doit évidemment être à la hauteur de ce changement de société, à la fois en étant capable de donner toujours le socle fondamental à tous les enfants, et plus que jamais les mettre en contact avec le réel, avec la nature, leur donner la culture générale dont ils ont besoin pour vivre tout simplement, et de faire du numérique un levier pour cela, avec deux idées clés que je vais développer dans mon discours. Mais d'abord, une idée de protection, parce que ce nouveau monde numérique suppose d'être bien éduqué pour pouvoir en profiter et pour pouvoir ne pas être victime de toute une série de choses. Donc il y a une dimension de protection, on doit notamment protéger les données, c'est un point majeur. Puis il y a une dimension d'ambition, une dimension offensive, je dirais, qui nous renvoie à la fois à l'enseignement du numérique, c'est par exemple le sens de la réforme du baccalauréat et de la réforme de l'enseignement professionnel. Dans les deux cas, on va voir le numérique monter très fortement en puissance, mais c'est vrai aussi à l'école et au collège où notamment le codage devient très important. Et puis enseigner avec le numérique, avec désormais toutes les révolutions numériques, non pas la révolution numérique, mais toutes les révolutions numériques à prendre en compte, la robotique par exemple, mais aussi l'intelligence artificielle, mais aussi les réseaux sociaux. Et donc c'est un immense champ d'évolution qui est devant nous, qui doit être une évolution à la fois dynamique et maîtrisée. Et c'est justement le sens et l'intérêt d'avoir un grand ministère de l'Éducation nationale, grand service public national de l'éducation, que d'avoir cette capacité à la fois à maîtriser et impulser et aider les acteurs à agir tout simplement, au service des enfants bien sûr. Merci monsieur le ministre.